Bienvenue pour un nouveau numéro de 76 Le Mag, votre magazine tout en images du département de la Seine-Maritime. Ce mois-ci, toute l'équipe, Maïva Lasserve, Christophe Auger et bien sûr moi-même, nous avons embarqué à bord du Seven Sisters, l'un des deux ferries de la ligne Dieppe-New Haven. En 2025, cette ligne transmanche fête ses 200 ans d'histoire et en même temps les 25 ans de la gestion par le département de la Seine-Maritime via un syndicat mixte, le SMPAT. Depuis 2 siècles, cette ligne relie la Normandie à l'Est Sussex, favorisant les échanges culturels, touristiques et commerciaux. Pour nous en parler, nous aurons plusieurs invités. Le directeur général de DFDS France, Étienne Méliani, le commandant de bord, Philippe Leconquet, la responsable de restauration et de l'accueil d'une manière générale, Marjorie Sampol, et enfin le vice-président en charge des infrastructures, des ports et littoral et aussi président du SMPAT, Alain Basile. Vous l'aurez compris, on parlera beaucoup maritime et histoire, mais pas que. Je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire de votre magazine. Au sommaire ce mois-ci, reportage direction la base de loisirs de Jumièges-le-Mesnil où plusieurs activités nautiques sont proposées cet été. Carnet d'expo à l'hôtel du département, une exposition nous fait plonger dans l'histoire de la ligne transmanche. Visite guidée assurée par Virginie Jourdain, la commissaire de l'exposition. Culture mix, rencontre musicale, poétique et enivrante avec une harpiste inspirée, Sandrine, nom d'artiste, Avril. Le talent d'ici du mois nous fera découvrir la technique du nierage. Dans son atelier, Anne Langlais peaufine ce savoir-faire. Elle est potière, céramiste. Ça y est, on vient de quitter le quai de Dieppe, cap sur New Haven, avant d'aller retrouver notre premier invité, Étienne Méliani, le directeur général de DFDS France. Je vous propose de découvrir toute l'actualité du département en 76 secondes. Le 5 juin, sur le parc d'activités du Havre-Plateau, le président du département, Bertrand Bélanger, a symboliquement posé la première pierre de la future cuisine centrale du Havre. Le futur bâtiment, d'une surface de 1637 m², se construit sur un terrain de près de 6000 m². Il fonctionnera en liaison froide. Chaque jour, 5000 repas seront préparés, conditionnés puis livrés dans les établissements. À partir de septembre 2026, la cuisine centrale permettra la préparation des repas de 20 collèges du Havre et de son agglomération. Le 6 juin, Bertrand Bélanger, président du département de la Seine-Maritime, et le général Vincent Lamballe, commandant en second de la garde républicaine, ont signé la convention fixant les conditions de participation de la garde républicaine en qualité d'invité d'honneur de la 9e édition de Collection d'Art. Sans hésitation, la garde républicaine souhaite et accepte avec un grand plaisir de participer parce qu'elle a en son sein des métiers d'art, parfois méconnus, mais indispensables pour le fonctionnement opérationnel de la garde républicaine, comme pour les sabres, les casques, les selles, et il y aura même un aspect musical également qui a sa particularité. Et c'est un honneur de sortir de Paris et aller montrer à la population également le savoir-faire de la garde républicaine. La garde républicaine était déjà associée à cet événement en 2019. Rendez-vous du 19 au 21 septembre pour vivre cet événement qui met en scène de nombreux artisans d'art. Le 11 juin, les jeunes élus du conseil départemental des collégiens se sont retrouvés à l'hôtel du département pour faire le point sur leurs projets et désigner leur nouvelle présidente. Le ou la gagnante est Bélinécose. Je suis très excitée et très heureuse en même temps. C'est un grand plaisir de pouvoir faire partie des vice-présidents et présidents. Et j'essaierai de faire de mon meilleur, de faire le mieux possible pour pas faire regretter leur choix. Et j'essaierai de tenir les promesses que je leur ai promises. Une étape clé dans le fonctionnement de cette instance citoyenne qui fête cette année ses 20 ans. Le 5 juillet dernier, au Havre, a eu lieu le lancement de la 19e édition de Lire à la plage. La thématique retenue cette année est la mer, un événement unique en France qui favorise la lecture publique.
La lecture publique est une compétence obligatoire des départements. Et lorsqu'on est implanté sur nos 13 cabanes à la plage, pendant toute la période de l'été, on accueille les plus petits, les plus grands, pour des moments de détente, mais aussi pour partager ensemble cette lecture publique qui est si importante aujourd'hui. Bonjour Étienne Méliani, merci de nous accueillir à bord donc, du Seven Sisters. Ici, on est en mer, ça y est, on est parti vers New Haven. D'abord, pouvez-vous nous décrire où sommes-nous exactement ? Bonjour à vous. Écoutez, merci de votre venue à bord. Donc ici, on se trouve au niveau du bar arrière avec une vue plongeante sur la boutique, cette nouvelle boutique qui a été refaite, ainsi que plusieurs autres emménagements lors de notre dernier arrêt technique. Et oui, l'arrêt technique a permis des travaux de rénovation. On voit esprit un peu, on va dire, yachting, nautisme, bien entendu, de très bon goût. Hein. Oui, tout à fait. Alors avec deux enjeux majeurs. Le premier, avoir des cabines peut-être un petit peu plus dans l'air du temps. Et deuxièmement, boutique refaite complètement avec un agrandissement. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une offre de services plus étendue pour nos clients. Et c'est quelque chose qui est fortement apprécié. Vous êtes directeur général de la compagnie maritime DFDS en France, dont le siège est à Dieppe. Vous avez été fraîchement nommé en novembre 2024. Quel est l'objectif que vous vous êtes fixé à la tête de cette compagnie qui compte 1300 collaborateurs ? Je pense que le premier point, c'est continuer à faire bien ce qui fonctionne, parce que je pense que quand vous prenez un poste, il ne faut pas avoir une envie de changer pour tout changer. Donc ça, c'est le premier point. Donc continuer à faire bien ce que l'on fait bien, c'est la fréquence, la qualité de service, tous les services que l'on apporte à nos clients. Préparer les changements et l'avenir aussi. On a quand même de gros sujets en termes de décarbonation, de renouvellement des générations. On sait qu'on arrive sur une pyramide des âges aujourd'hui qui va demander des bouleversements et des recrutements importants. Et puis le troisième point, qui moi me paraît indispensable, c'est comment faire pour que chacune et chacun au sein de cette entreprise se sente bien, considéré, et qu'on est capable d'emmener les gens au maximum de leur potentiel, parce que je pense que c'est aussi la responsabilité d'une entreprise, faire en sorte d'identifier les gens avec du potentiel et de les élever au plus haut de ce qu'ils sont capables de faire. Vous avez indiqué que vous aviez entamé une démarche de décarbonation. C'est porteur pour ce type de transport maritime ? C'est une exigence pour nous, pour trois raisons. La première, une exigence réglementaire, puisque l'OMI, l'Organisation maritime internationale, porte des engagements très forts en matière de décarbonation auxquels doivent se soumettre les armateurs. C'est un enjeu d'acceptabilité sociale aussi, parce que l'on sait que nos passagers, nos clients et les citoyens qui vivent autour du port de Dieppe et du port de New Haven sont en demande d'évolution. Et puis c'est une exigence aussi en matière de coûts, parce qu'avec des coûts du pétrole qui sont soit en tendance haussière, soit incertains, aller vers des technologies de décarbonation qui peuvent nous apporter beaucoup plus de lisibilité, c'est un enjeu et c'est, je pense, la clé de la réussite pour l'avenir. Merci beaucoup, Étienne Méliani. Merci à vous. Avant de rejoindre en passerelle le commandant, et oui, on aura cet honneur, je vous propose de rester sur l'eau et de prendre la direction de la base de loisirs de Jumièges-le-Mesnil, découvrir toutes les activités nautiques. Vogue le nautisme sur la base de loisirs de Jumièges-le-Mesnil. Un reportage signé Maëva Lasserve et Christophe Auger. On peut louer toutes sortes d'embarcations nautiques pour profiter du lac, kayak simple ou double, paddle, big paddle et pédalo. On peut arriver complètement novice. Le lac, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de vagues, on n'est pas en mer, donc c'est beaucoup plus simple à naviguer. Et puis les agents sur place donnent les premières consignes pour réussir à s'en sortir facilement. On est là pour qu'ils apprennent un peu le kayak, mais surtout qu'ils passent un bon moment et que s'ils veulent découvrir plus, ils reviennent ou ils aillent ailleurs en faire en rivière par exemple. Ils vont devoir arriver avec un test de savoir nager. Là, on a la possibilité de le faire passer, du coup avec Valentin qui est BNSSA. On les équipe avec un gilet adapté à leur poids. Quand c'est des groupes un peu plus âgés, moi j'aime bien ne pas leur expliquer, leur donner la pagaie, le bateau et bon courage. Comme ça, ils vont réfléchir un petit peu. S'ils n'y arrivent pas sur l'eau, je leur explique qu'il n'y a pas de problème. Ou si c'est des groupes vraiment plus jeunes, on leur explique avant puisque c'est assez complexe, il y a un petit mouvement de poignet à avoir et
et ça peut poser des difficultés. Et après, on part sur l'eau et on fait des animations dans l'optique de vraiment s'amuser. Quand ils sont sur l'eau, qu'il fait beau comme là, il y a des moments où concrètement eux ils sautent à l'eau, ils en profitent pour faire des plongeons etc. d'une embarcation, que ce soit kayak ou paddle, c'est top. Et pour les personnes qui n'ont pas le savoir nager et qui n'y arrivent pas, qui ont vraiment trop peur, ils peuvent partir en pédalo. Du coup l'embarcation elle ne nécessite pas de savoir nager. Le label Balade et Randonnautique, c'est un label qui a été mis en place par Seine-Maritime Attractivité. Et nous on s'est engouffrés dans cette offre-là. L'idée c'est de proposer un produit un peu différent de ce qu'on propose d'habitude pour nos usagers. Donc là, c'est des créneaux spécifiques qui sont encadrés par nos éducateurs sportifs. Et l'idée, c'est de découvrir le lac au coucher du soleil et d'avoir un peu plus d'informations sur la faune, la flore et l'histoire de notre base. L'idée, c'était d'allier vraiment l'activité sportive et le côté culturel. Alors, on a une faune et flore qui est très riche sur le lac. On a des cygnes, des poules d'eau, des ragondins, toutes sortes de poissons, brochets, silures, etc. Donc vraiment une faune préservée et qui est importante. Pour ce produit Balade et Randonnautique, on peut réserver en ligne sur notre site internet et vendredi soir. Nous avons la chance de nous retrouver à la passerelle en compagnie du commandant et bien sûr des membres d'équipage qui gèrent cette navigation. On est toujours cap pour New Haven. À quelle vitesse sommes-nous, commandant? On est entre 17 et 18 nœuds. 17 nœuds 2 là. Voilà, c'est la vitesse qu'on adopte pour effectuer des traversées de 4 heures en journée. La nuit, on ralentit un peu pour consommer moins de carburant, être un peu moins polluant, un peu plus économique et aussi faire des traversées un peu plus longues pour permettre aux passagers de dormir. On est vigilant lors de la traversée du rail là, pour éviter des collisions. On est vigilant vers les petites embarcations d'éventuels migrants qui traverseraient, donc ça demande une vigilance accrue. À cette saison-là, il y a pas mal de plaisanciers qui traversent souvent qui descendent à cette époque-là, qui descendent vers des Belges, des Allemands, qui descendent avec leurs voiliers vers la Bretagne. Et qu'est-ce qui vous plaît sur cette ligne? Je ne peux pas vous dire ce qui me plaît exactement. Quand je suis arrivé au début, c'était au mois de mars, donc les conditions météo étaient difficiles. Moi, on m'avait déconseillé de venir ici. On m'avait dit c'est un coup à perdre ton brevet, c'était pas une ligne facile. Et puis au mois de mars, mais c'était en 2003, c'était l'époque de la canicule, mais le mois de mars-avril avait été très venté. Les débuts ont été pas faciles. Il a fallu se faire à cette météo, au courant, au vent qu'il y a en Manche. Dès que la période de stress et d'acclimatation a été passée, je sais pas, je suis tombé sous le... J'étais envoûté et j'ai absolument tenu à rester sur cette ligne. Je me suis pris d'un attachement viscéral. Merci beaucoup, commandant, de nous avoir reçus sur la passerelle. On va aller faire un petit tour du côté de la réception, rejoindre Marjorie Sampol, une stewardess. Mais avant, je vous propose un petit détour du côté de Beuzeville, rencontrer Anne Langlais, elle est potière et céramiste. Et elle peaufine dans son atelier, elle peaufine sa technique de nirage. Qu'est-ce que c'est? Vous allez tout savoir en regardant ce reportage signé Maïva Lasserve.
Au lycée polyvalent de Sèvres, j'ai fait un bac art appliqué, donc on faisait beaucoup de céramique, de modelage. Et puis en fait j'ai laissé tomber parce qu'après j'ai fait l'école Olivier de Serres à Paris et après j'ai été décoratrice en fait quelques années. Après on a déménagé, j'ai suivi mon mari en province, du coup j'ai commencé à installer mon atelier comme ça, un peu en loisir en fait. Et puis petit à petit j'en ai fait de plus en plus et j'ai fait des stages et c'est revenu en fait. Et c'est revenu, bah, on ne perd pas, hein. C'est comme le vélo ça. Hein. Ça s'oublie pas. Je peux être des heures là-dedans. Si je suis là dans mon atelier, il faut que je regarde l'heure à un moment ou à un autre parce que je perds la notion du temps complètement. On part d'une matière qui est un peu moche quand même, un peu bouillasse hein, quand même. Et pour fabriquer quelque chose de beau, donc ça c'est sympa. Ça va de la sculpture aux objets utiles, en passant par les objets un peu entre les deux, à la fois utiles et décoratifs. J'aime bien me servir de ça, ouais, d'effets végétales, d'effets taches animales. Je me sers du malaxage pour mélanger deux couleurs. Cette terre-là, elle est teintée avec de l'oxyde de cobalt. Je superpose mes petits pavés et après, je les écrase ensemble. Au bout d'un moment, je vais couper en deux. Voilà, donc j'ai du vert, du bleu, du rose. Pour l'instant, je ne m'occupe pas de savoir ce que je vais faire comme pièce. Pour l'instant, je m'occupe du dessin qu'il va y avoir dans la terre. J'ai appris un peu toute seule parce que, en fait, j'ai mis au point un peu ma technique à force d'en faire, en fait. Pour faire un objet assez grand, en fait, j'avais deux petits restes que j'ai mélangés ensemble. Et c'était deux terres un peu ocre. Je me suis dit, oh, ça va être à peu près pareil, on ne va pas voir la différence. Et en fait, à la cuisson, vous voyez, il y avait plus de différence que quand elle était crue. Et du coup, ça faisait un effet marbré qui était assez chouette. Ça s'appelle le nerriage, en fait, quand on fait un motif dans la masse de la terre. Mais du coup, on a le dessin qui se révèle. Je donne des cours donc, dans l'association Arbre à Main ici à Beuzeville. Et on a beaucoup de gens intéressés par l'activité. Je propose souvent de partir du travail d'un artiste, de photos de pièces, et puis qu'on essaye d'imiter ou on essaye de reprendre la technique pour prendre à notre compte. Et les enfants, alors eux, mettent les les mains enfants, dans la terre. ils adorent. Hein. Au début, ils disent « Oh, mais ça salue les mains ». Et puis très vite, ils adorent. Le loup, par exemple, c'est un travail d'élève qui n'avait jamais été repris, donc je l'ai gardé. Puis à la place du visage, en fait, nous on a fait des loups en céramique. C'était une année où on travaillait sur le thème du conte. Ce que je fais le plus souvent en cours avec les élèves, c'est du travail à la plaque. Donc on prépare des plaques de terre, comme j'ai fait celle-là, sauf que là c'était un travail par rapport à une artiste qui dessine des maisons comme des ballons de baudruche qui s'envolent. On se retrouve au niveau de la réception avec Marjorie Sampol. Vous êtes stewardess. Stewardess. Oui, vous avez un bel accent, bien sûr. Anglais, c'est nécessaire dans votre métier. Il consiste en quoi, exactement? Alors, moi, j'ai un contrat d'aide toute catégorie, d'ATC. Je fais actuellement un remplacement de chef de réception. J'effectue différents remplacements à bord du navire, dans les différents points de vente, bar, boutique, cafétéria, principalement en caisse. Ici, c'est le premier contact. C'est le premier contact avec les passagers. C'est important, le sourire, les premières informations. Tout à fait. La première impression à bord est toujours très importante. Et donc, c'est l'accueil des passagers, savoir les guider, savoir les conseiller, savoir leur proposer les différents services disponibles à bord. Alors justement, ces services, en quelques mots, et qu'est-ce qu'on peut y trouver là? Donc, notre cafétéria, où il y a des plats chauds, notre bar, notre boutique. Donc voilà nos 3 points de vente essentiels. Au niveau de l'accueil de la réception, il y a également un point très important sur la ligne Dieppe-New-Haven. Ce sont les cabines passagères qui sont à notre gauche. Et donc il y a évidemment la vente de cabines. Oui, même pour un trajet qui se veut quand même assez court, on offre ces cabines-là. Tout à fait, voilà, à la vente.
Elles peuvent être réservées en ligne et on en vend à bord directement au bureau d'information. On l'a remarqué, vous êtes une femme. Il y a une volonté vraiment importante de la compagnie à intégrer de plus en plus de femmes. Tout à fait, on voit des femmes à différentes fonctions dans les différents services à bord, donc au service général, au service pont et machines, de plus en plus également. Il y a un réel souci d'augmenter l'effectif féminin et aussi à des postes, on en trouve à des postes de responsabilité, dans le service général en tant que commissaire, en tant qu'intendante. Dans le service pont, on trouve de plus en plus d'officiers femmes et donc, la compagnie a vraiment un désir d'augmenter cet effectif dans les années prochaines et de doubler, voire tripler son nombre. Merci beaucoup Marjorie de nous avoir reçus à la réception. Et on le rappelle, hein, là c'est parti pour une bordée de 14 jours. Hein. 14 nuits pour moi, comme je suis de nuit. Merci. Merci. Allez, une petite pause musicale poétique et enivrante. Rencontre avec Sandrine, nom d'artiste Avril. Elle est harpiste, compositrice et chanteuse. Elle nous a reçus à Palluel pour enregistrer une chanson avec son contrebassiste anglais, une chanson inspirée des lieux, Velette-sur-Mer et le Clos des Fées. Alors Avril, c'est parce que j'ai fait un changement de carrière. Et donc j'étais ingénieure agronome auparavant. J'ai travaillé 10 ans dans un gros groupe industriel. Et pendant 10 ans, je me suis demandé ce que je faisais là. Et quand j'ai enfin compris où était ma voie, où était mon chemin, qui était d'écrire des chansons et de les présenter sur scène, ça a été une libération et un printemps, un renouveau. Donc voilà, le mois d'avril pour moi c'est le plus beau mois parce que la nature explose, il y a des fleurs partout. Voilà, c'était l'idée du changement et du renouveau. Alors la harpe, c'est un instrument qui m'accompagne depuis que je suis toute petite. Et je ne me rappelle même pas d'où ça vient, tellement c'était ancré en moi. Et donc oui, du coup c'était l'instrument, c'est comme ma sœur la harpe. C'est l'instrument forcément qui allait m'accompagner dans mes compositions et sur scène. Et je dois dire, c'est un instrument qui me rassure. Donc si je me sens un peu stressée, je vais toucher ma harpe, ça va déjà mieux. À Velette, il y a la lumière crue qui découpe ses dentelles au pied des arbres secs. À Velette, il y a le bleu qui coule sur la rue et ses cafés, sur ses maisons de poupées. James, c'est la petite touche magique. C'est-à-dire que je travaille mes morceaux sans James et il arrive et hop, il illumine tout avec ses arrangements, avec ses petites subtilités, avec ses trouvailles, avec sa rythmique aussi. Et c'est aussi la sensibilité de James qui fait qu'on s'entend très bien musicalement. Il trouve toujours la bonne formule musicale qui va accompagner ce que j'ai fait. Il a vraiment cette sensibilité nécessaire pour qu'on se comprenne sans forcément mettre des mots dessus. Il va savoir quoi faire. Une journée d'été. Les galets, gorgés de soleil, la falaise droite qui partage le ciel. Ce morceau, il est inspiré du lieu où on est aujourd'hui, le Clos des Fées, et de la ville de Velette-sur-Mer, qui est juste en contrebas, puisqu'on est venu jouer il y a quelques années avec James, et on a passé juste un moment parfait. Détresse des moreaux. Elle raconte que c'est juste le bonheur ici, en fait. C'est le bonheur d'être dans un lieu magnifique, un lieu dans la nature, loin des touristes. Il y a tout plein de charme ici, partout, au bord de la mer, dans ce Clos des Fées avec les végétaux extraordinaires. Voilà, ça raconte un moment hors du temps, un moment de paix et un moment qui m'avait touchée.
Avelette, je reviendrai trouver la paix. Notre émission est bientôt terminée. On va se plonger quelques instants dans l'histoire de cette ligne. 200 ans d'histoire retracée dans une exposition impressionnante présentée dans le hall d'honneur de l'hôtel du département à Rouen. Visite guidée assurée par Virginie Jourdain, le commissaire de l'exposition. La ligne existe depuis 200 ans, la ligne Dieppe-New Haven. Auparavant, il y avait même une ligne Dieppe-Brighton, mais la ligne Dieppe-New Haven en soi existe depuis 1825. Alors, le fil conducteur, c'est dire qu'est-ce que la ligne en fait a apporté aux habitants de la Seine-Maritime et comment elle a fonctionné. Elle a fonctionné avec beaucoup de précautions pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et ça c'est un des aspects qu'on aborde dans l'exposition. Et puis elle a fonctionné aussi comme un moteur pour le tourisme, pour le territoire local. Donc ça, pour nous, c'était très important de le mettre en valeur. Puis bien sûr, on a voulu mettre en valeur les différents types de navires qui ont fonctionné sur cette ligne, que ce soit les plus anciens paquebots qui font une trentaine de mètres de long, jusqu'aux cars ferry actuels qui, eux, dépassent les 140 mètres. Le 18 avril 1947, le tranquille port de Dieppe était agité d'une animation inaccoutumée. Le paquebot Londres, le premier des nouveaux bateaux français construits pour le service Dieppe-New Haven de la SNCF et du Southern Railway, allait faire sa première traversée accompagné par des personnalités de la direction des chemins de fer français et des journalistes invités. Les affiches les plus colorées, ce sont les affiches de l'époque du rail roi, et ce sont les compagnies ferroviaires qui font ces affiches pour la ligne maritime, parce que le sujet, c'est de faire un Paris-Londres, donc le Paris-Londres le plus court et le plus rapide qui soit. Et à cette période-là, donc fin du 19e siècle, début 20e, ce sont des gens qui sont assez aisés, qui peuvent se permettre ce trajet. Donc en effet, ce sont des affiches qui sont assez riches et qui font appel à des illustrateurs assez connus en règle générale. Filant ses 21 nœuds, ce navire élégant n'est pas un paquebot de croisière, mais un des deux nouveaux cars ferry français mis en service au printemps 1965 sur la relation New Haven-Dieppe. Au départ, la ligne, elle est vraiment pour une classe plutôt aisée. Et en effet, tout le monde n'a pas d'automobile dans les années 50 ou 60. Alors 60, c'est l'arrivée des cars ferry. Donc en effet, ce sont les personnes les plus riches qui peuvent se permettre d'aller en vacances, de faire des voyages d'affaires, qui profitent de la ligne. Et puis il va y avoir une démocratisation très très rapide. Et c'est là qu'arrivent les cars ferry, c'est-à-dire que les cars ferry, il n'y a plus de classes. Auparavant, les paquebots, il y avait des classes. Et les premières classes étaient bien sûr les plus aisés. Donc en fait tout ça est aboli pendant une longue période, et puis aujourd'hui on retrouve un peu l'esprit croisière, l'esprit qualité de service qui plaît à un grand nombre de passagers. Il y a plusieurs centaines de pièces, parce que d'abord il y a les pièces qui proviennent des collections des archives départementales, la plupart sont des documents, et puis bien sûr on a un appel à témoins qui a récolté beaucoup de succès, avec plus de 40 personnes, tant françaises qu'anglaises, qui ont répondu, et qui ont répondu avec des objets, des témoignages très très riches, très très variés, d'une très grande qualité. Comme beaucoup d'habitants, j'ai beaucoup de souvenirs qui sont liés à cette ligne, notamment des souvenirs de voyages scolaires impérissables dont on se rappelle tous. Donc oui, c'est un sens vraiment très important pour moi, au-delà de ça, et puis je continue à apprécier ces traversées.
On se retrouve pour finir cette émission dans le grand salon, le hall d'honneur de l'hôtel du département, où on vient de découvrir cette exposition dédiée aux 200 ans de la ligne Dieppe-New Haven. Et pour finir cette émission, nous sommes avec Alain Basile. Vous êtes vice-président en charge des infrastructures des ports et du littoral. Mais là, vous intervenez plus en tant que président du SMPAT, syndicat mixte donc de promotion et de l'activité transmanche. D'abord, un petit mot sur cette exposition. On est vraiment en immersion dans l'histoire de cette ligne. Oui, c'est un moment important. 200 ans de la ligne, mais aussi 25 ans du SMPAT. Donc c'est vraiment un moment extraordinaire pour le département et pour le SMPAT. Et à cet égard, moi, je voudrais remercier toutes les chevilles ouvrières qui ont participé au montage de cette expo, qui est une belle exposition. Donc un grand merci à eux. On fait un tout petit peu d'histoire. À partir de 1993, l'exploitation du tunnel sous la Manche va bien sûr fortement concurrencer cette ligne, à tel point que les opérateurs privés, en 2000, décident d'abandonner. Et c'est là que le département de la Seine-Maritime intervient. Est-ce qu'on peut parler de sauvetage ? Je pense que c'est un sauvetage. À l'époque, effectivement, le président Revet ne pouvait pas effectivement admettre que ce lien transmanche entre Dieppe et New Haven puisse se terminer, puisque c'est extrêmement important pour l'économie dieppoise. Donc c'est à ce titre-là que le département, à l'époque, a pris le relais effectivement des opérateurs privés. Et vous l'avez précisé, cette année on fête les 25 ans de l'existence de cette reprise. En 2024, la fréquentation atteint même jusqu'à 386 000 passagers. Quel est le rayonnement économique de cette exploitation pour le département ? C'est extrêmement important pour la Seine-Maritime, 40 millions de retombées économiques, dont 26 millions et demi sur le pays dieppois, ce qui est colossal. Donc un nombre de nuitées importantes et un développement du tourisme qui porte effectivement le renouveau de cette ligne. C'est vraiment important que le département participe encore. C'est un pari gagné. À mon avis, c'est un pari gagné, même si effectivement, compte tenu des contraintes financières que le département connaît aujourd'hui, c'est effectivement 25 millions d'euros que l'on consacre à ce lien transmanche. Mais je crois que par rapport aux retombées, c'est nécessaire pour l'équilibre de notre département. Merci beaucoup Alain Basile d'être passé par ici à l'hôtel du département et finir cette émission avec nous. Je vous en prie. Notre émission est terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve pour un nouveau numéro de 76 Le Mag à la rentrée scolaire au mois de septembre. D'ici là, profitez bien de l'été. Prenez soin de vous.